Radio Libre Expression. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir sur Radio Libre Expression Jean-Charles Bouchou, qui a écrit un livre. Je vous donne le titre: Méditation zen et psychanalyse, transformer souffrance et colère en énergie d'éveil, des éditions d'Hervy. Bonjour Jean-Charles. Bonjour à vous, bonjour à tous. Jean-Charles, alors quel a été l'événement déclencheur pour écrire ce livre? Il n'y a pas eu un événement particulier, hein. Vous savez, c'est un long processus qui nous amène à écrire, à avoir envie d'écrire un livre. Je me souviens, oui, c'est vrai, au début, quand j'étais jeune psychanalyste, avoir interrogé un de mes collègues qui était plus ancien que moi, il s'appelait Christian. Et Christian, je lui avais demandé ce qu'il pensait de la méditation, et sa réponse avait été brève, hein, et péremptoire. Il m'avait dit pensée magique. Et puis un peu plus tard, je m'étais retrouvé face à un maître zen dans un monastère zen, et de la même façon, je lui avais demandé ce qu'il pensait de la psychanalyse, et il m'avait dit c'est compliqué, c'est trop compliqué, ça rend l'esprit compliqué. Donc vous voyez les deux réponses que j'avais eues. En même temps, je sais pas trop pourquoi j'étais allé les chercher à cet endroit-là, hein. J'avais peut-être un besoin de polémique ou de discussion, peut-être même besoin d'un aval, hein, puisque la psychanalyse et la méditation sont toujours d'ailleurs les deux chemins qui ont éclairé ma vie. Quand vous exercez votre profession de psychanalyste, ça vous aide personnellement à bien s'évader du milieu, j'allais dire, stressant de ce travail? Oui, je le dirais pas exactement comme ça. Je dirais qu'effectivement, la posture du psychanalyste est une posture assez rare, puisque quand on est avec son patient, on doit quelque part s'oublier soi-même. C'est-à-dire qu'il y a là une histoire et deux inconscients qui sont à l'œuvre. L'histoire du psychanalyste, normalement, ne doit pas entrer en ligne de compte. Donc la posture du psychanalyste, c'est pas vraiment une posture de méditation, encore que, c'est pourquoi pas, c'est une forme de méditation. On est relativement absent dans notre présence, notre capacité d'écouter l'autre, dans notre capacité d'accueillir l'autre avec son histoire. Est-ce que pour certains patients, ça vous est arrivé de vous dire que ça va prendre beaucoup de temps? La durée de la psychanalyse n'a pas, je crois pas qu'avec la quantité de choses que la personne a à dire, hein, mais plutôt avec sa capacité à les formuler. Vous avez des gens qui arrivent et qui ont du mal à s'exprimer, ou alors qui vous disent des évidences. Vous voyez, c'est ce qui est à l'œuvre dans une psychanalyse, c'est plutôt notre capacité à nous laisser aller et à laisser émerger quelque chose de cet inconscient. C'est assez difficile à mettre en mots, ça. Ce que l'on pratique dans la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle l'association libre, c'est-à-dire que la personne dit ce qui lui vient à l'esprit sans rien retenir. Et c'est le psychanalyste qui, à un moment donné, va relever plutôt un mot qu'un autre. Dans votre livre, vous parlez donc de transformer la souffrance, la colère, en énergie d'éveil. Est-ce que c'est par la voie bouddhiste ou pas forcément? Alors, si vous voulez, c'est presque deux ouvrages que j'ai écrits, hein. Attention de ne pas mélanger les deux. En fait, j'avais écrit un ouvrage par le passé qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper? C'est un livre qui était paru aux éditions Erol. Et dans ce livre, je me livre plutôt à un constat. C'est-à-dire, voilà, qui est le pervers narcissique? Comment est-ce qu'il fonctionne? Puis quand même, bien sûr, je donne des pistes sur le travail que l'on a à faire si on ne veut pas se retrouver confronté à ce genre d'individu. Mais j'avais besoin d'écrire autre chose qui soit plus axé sur le chemin que sur le constat. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce deuxième livre. Donc la première partie, elle est méditation zen et psychanalyse, c'est une chose. Et la deuxième partie, celle que vous venez d'évoquer là, elle est comment transformer souffrance et colère en énergie d'éveil. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, comme il y a des élections présidentielles, donc dans quelques jours, le premier tour, est-ce que vous, en tant que psychanalyste, vous pouvez déceler chez certains politiciens des pathologies, j'allais dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de certaines personnes? Est-ce qu'ils sont devenus présidents parce qu'ils étaient complexés à l'enfance, ou est-ce que c'est possible? C'est parfaitement possible. Mais vous savez, nous les psychanalystes, on évitera de faire ce qu'on appelle de l'analyse sauvage, c'est-à-dire que sur 3 images et 4 propos, de se lancer dans une grande psychanalyse. La psychanalyse, c'est quelque chose de foncièrement intime. Je sais que c'est très à la mode en ce moment d'aller analyser le moindre propos qui est proposé. On manque largement
d'éléments. Mais après tout, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que la bonne question, c'est de se dire, est-ce qu'un tel est complexé et c'est pour ça qu'il a voulu être président? J'en sais rien. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie que une telle personne me représente? Ça, c'est la bonne question. Le travail à faire est jamais un travail à faire. Dans les narcissiques, je faisais une exception parce qu'il y a parfois besoin d'ouvrir les yeux. Et effectivement, je pointais du doigt ce que peut être un mécanisme pervers narcissique. Mais à la fin, la question, elle est, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Pas est-ce que l'autre est malade? Vous voyez? C'est toujours je vous ramènerai toujours à ce qu'on appelle nous l'intrapsychique, c'est-à-dire à travailler sur soi, pas à travailler sur l'autre. Est-ce que vous, Jean-Charles Bouchou, vous en parlez à la page 74, vous dites que la psychanalyse peut être une religion. Expliquez-nous un peu cela. Oui, c'est une boutade. J'étais un petit peu en colère contre contre des gens qui écrivent le christianisme ou le bouddhisme au risque de la psychanalyse. Et je trouve ça un peu prétentieux. Déjà, la question qu'on pourrait se poser en amont, c'est qu'est-ce que c'est qu'une religion? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot religion? Littéralement, ça vient du latin qui veut dire religare, ce qui nous relie à quelque chose. Alors, oui, à un moment donné, est-ce que la psychanalyse est un dogme? Moi, je ne le crois pas. La psychanalyse, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se passe sur le divan. Après qu'on en ait tiré des théories, oui, la théorie psychanalytique aussi existe, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre la théorie psychanalytique et la psychanalyse qui se passe en cabinet. Ce sont deux choses bien différentes. Donc voilà pourquoi je pose cette question. C'est aussi une boutade. Vous allez apprendre au deuxième degré cette question. Vous montrez qu'il faut aussi quelque chose, un autre support, comme le bouddhisme. Oui, je comprends. On ne trouve rien dans la psychanalyse, on trouve tout en soi. La psychanalyse, c'est quoi à un moment donné? C'est une sorte de fil d'Ariane qui nous permet d'accéder plus facilement à cet inconscient. Et puis de toute façon, pour faire un travail du côté de l'inconscient, on a besoin d'un tiers. C'est-à-dire donc ça peut être le psychanalyste, non, ça peut être beaucoup d'autres choses que le psychanalyste. Moi, je vous parle de la psychanalyse parce que je connais. Donc c'est la présence du tiers qui tient un peu ce fil d'Ariane, qui va souligner le mot qu'on a prononcé et qui a peut-être plus d'importance que ce qu'on pourrait croire. Le paradoxe de la méditation, si vous voulez, puis en fin de compte, ça pourrait être aussi le paradoxe de la psychanalyse, c'est désirer, ne pas désirer. C'est quoi? Le japonais, on dit mujo seppo, c'est-à-dire la voie est non-désir. Donc, le paradoxe, c'est désirer aller méditer pour apprendre à ne pas désirer. Si vous entrez dans un dojo de méditation avec pour but de vous soigner, vous êtes pas dans la méditation. Vous n'êtes pas sur la voie. Vous êtes sur un chemin de désir. Or, la voie est non-désir. C'est pour ça que j'essaye de dissocier. On ne peut pas associer méditation et thérapie. Certains s'y essayent en ce moment, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est naviguer sur un paradoxe avec tous les risques que cela comporte, d'en faire une mode, d'en faire un dogme, d'en faire plein de choses qui seront à la fin très éloignées de ce que peut être la méditation à l'origine. Pour un psychanalyste, est-ce qu'on peut des fois être tellement touché par un patient que ça nous affecte? Oui, bien sûr, ça peut arriver. C'est pas très courant, on appelle ça contre-transfert. Normalement, le psychanalyste a la distance suffisante justement pour ne pas trop entrer en empathie. Il faut pas être froid, il faut pas être trop distant. Il faudrait éviter d'être trop en empathie avec la personne et de souffrir avec elle. Vous savez, c'est d'ailleurs si on reprend le mot compassion, à l'origine, ça veut dire souffrir avec. Mais souffrir avec quelqu'un est inutile, ça ne sert à rien. C'est ajouter de la souffrance à de la souffrance. On aide plutôt l'autre dans la distance que dans cette forme de compassion. Je vois ce que vous voulez dire, Jean-Charles Bouchou. Et est-ce que aussi, en tant que psychanalyste, vous vous psychanalysez sans vous rendre compte en parlant de ce qui s'est passé, par exemple, de tel patient à votre épouse, par exemple? Oui, peut-être, bien. C'est vrai que c'est important d'avoir des amis, c'est vrai que c'est important d'avoir un tissu social, des gens avec qui on peut avoir des rapports de proximité, mais en même temps, la psychanalyse, c'est avec un psychanalyste que ça doit se faire. Je crois que, vous savez, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une grande tristesse, de retrouver des copains et de leur en parler. En même temps, si on ne voit ses copains que pour leur parler de nos tristesses, au bout d'un moment, on va les agacer. Et puis c'est bien normal, et puis ils auront bien raison en plus. Donc, la psychanalyse, c'est quand même mieux de la faire avec quelqu'un qui est neutre
qu'on ne connaît pas, et puis qu'il y a cette bienveillance qu'il a acquis par sa propre analyse d'abord, hein, puisque j'y reviens encore, le psychanalyste est quelqu'un de profondément détaché. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de... Est-ce que ça a porté, les grandes religions, une culpabilité et d'où beaucoup de pathologies? Que les religions ont apporté des pathologies. Je dis ça parce que souvent dans les hôpitaux psychiatriques, on voit dans les reportages, les gens ils ont entendu parler de Dieu ou du diable. Vous voyez, c'est toujours en référence aux religions. La religion, à l'origine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit aimez-vous les uns les autres. Elle nous propose quand même de mieux se connaître soi, de se relier à un idéal de pureté. Donc à l'origine, la religion, elle n'est pas faite quand même pour détruire les gens, elle n'est pas faite non plus pour les rendre malades. Après qu'il y ait des dérives, c'est certain, la religion a beaucoup été utilisée par le pouvoir. À ce moment-là, c'est plus vraiment la religion qui est utilisée, ça devient une forme de sectarisme. Mais on y est sans cesse confronté. Vous savez, il y a des pays où on a le droit de tuer des gens parce qu'ils ne sont pas de notre religion. Il y a des endroits où même ils ont été mis en prison. Il n'y a pas si longtemps en Angleterre, je sais plus si c'était les catholiques, je crois, ou les protestants qui étaient mis en prison. On a vu la folie en Allemagne où c'était des juifs qui étaient massacrés parce que pour leur religion. Donc évidemment que la religion à un moment donné peut amener des dérives complètement folles. Mais a priori, à l'origine, c'est quand même pas fait pour ça. La pratique du zazen. Oui. Alors, expliquez-nous un peu, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Oui, alors, le zazen, si c'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose que vous devez, ou vous pouvez essayer et pratiquer par vous-même. Le mettre en mots, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement complexe et on sera toujours un petit peu à côté. En japonais, za veut dire s'asseoir. Et le mot zen est une déformation du terme sanskrit qu'on traduit par méditation. C'est-à-dire, zazen veut dire s'asseoir en méditation. Maître Dogen qui explique la pratique du zen, il utilise beaucoup de périphrases en fin de compte. Il dit, certainement avec un peu d'humour d'ailleurs, pensez à ne pas penser. Alors évidemment, on entend bien là un paradoxe. Et il ajoute, comment pense-t-on à ne pas penser? C'est en fait toute la pratique. C'est parce que le pratiquant va se concentrer sur sa posture, parce qu'il va se concentrer sur sa respiration par exemple, que du fait de sa concentration, il va sortir de sa pensée et finir par habiter l'ici et maintenant, c'est-à-dire le présent. Vous voyez, hors du désir, on en parlait tout à l'heure, et en dehors d'une pensée excessive, parce que c'est vrai que nous sommes sans cesse en train de penser. Donc zazen veut dire méditation assise. Analysé par les rêves. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous pratiquez ça, vous? Le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient. C'est-à-dire que ce que découvre Freud, c'est que nous pouvons avoir des désirs conscients, nous sommes parfaitement capables d'exprimer, et des désirs inconscients que nous avons en fin de compte oubliés, entre guillemets, hein, pour utiliser un terme assez proche de ce que peut vouloir dire le refoulement. C'est-à-dire, et ces désirs peuvent être parfaitement contradictoires. On peut avoir, à partir de là, des conflits internes, avec envie de faire quelque chose et interdit de faire cette chose. Donc, l'idée de Freud, c'est qu'en retrouvant cet inconscient, on doit pouvoir se libérer de ces conflits et récupérer l'énergie afférente au conflit pour la mettre au service tout simplement de nos projets. Donc effectivement, Freud voit dans le rêve la mise en scène de cette énergie inconsciente et par l'analyse du rêve, il estime que ça peut aider à la compréhension de cet inconscient refoulé. Est-ce que vous pensez, Jean-Charles, que quand quelqu'un rêve de quelque chose qui, pour lui, est contradictoire, par exemple, il travaille dans un bureau, il semblerait qu'il soit épanoui, mais il rêve souvent qu'il est à la campagne, qu'il travaille comme paysan, par exemple, qui a le dernier mot? Est-ce que c'est mieux pour la personne, pour qu'elle soit épanouie, qu'elle quitte son travail, si elle peut, évidemment financièrement, et qu'elle vit à la campagne? Comment on peut analyser cela? Alors, un psychanalyste ne vous dira jamais ce qui est mieux pour vous, il ne se le permettrait pas. Ça, vous avez des gens qui le font, c'est très à la mode, hein, il y a notamment le coaching où on va dire comment est-ce qu'il faut faire. Un psychanalyste, lui, il va vous aider à retrouver ces deux valeurs apparemment opposées, donc ce désir de vivre à la campagne qui semble exister en vous, ce
désir de continuer de vivre dans un bureau, certainement, parce que il y a des avantages à cela. Il doit y avoir peut-être une structure rassurante, peut-être un salaire plus important. Vous l'avez mis, vous en avez parlé de l'aspect financier. Et si vous voulez, il y a conflit lorsqu'il y a deux énergies de sens contraire qui s'opposent. Mais une fois qu'on a révélé ces énergies, une fois qu'on en a pris conscience, tout simplement on fait un choix. Et deux individus, l'un des deux décidera d'aller vivre à la campagne et l'autre préférera rester dans son bureau, mais au moins cela répondra à un choix conscient, voyez-vous. Et un conflit, il disparaît. Et s'il est considérablement atténué. Et puis on a encore la possibilité de passer sa semaine dans un bureau et d'aller passer ses week-ends à la campagne. Chacun trouvera sa réponse. C'est important que vous trouviez votre réponse et que vous ne laissiez jamais personne répondre à votre place. Le conflit, encore une fois, ce sont deux énergies de sens contraire. Vous pourriez aussi donner l'exemple de quelqu'un qui travaille dans quelque part et puis qui devient dépressif parce qu'il n'arrive pas à avoir en face son désir de quitter son travail, parce qu'il n'aime pas son chef de service, par exemple. La mise au jour des forces inconscientes vont lui faire prendre conscience de cela, et à partir de là, il va pouvoir faire un choix. Soit il reste, parce que évidemment, il touche son salaire, donc il a envie de rester, et en même temps, il a envie de partir. Vous voyez, c'est ça un conflit, envie de rester et envie de partir. On va se centrer sur, on va essayer de retrouver nos conflits internes et nos conflits inconscients, s'en libérer. À chaque fois qu'on se libère d'un conflit, on récupère de l'énergie. Et cette énergie, on peut parfaitement l'investir dans nos projets. La méditation, le discours n'est pas exactement le même, c'est qu'on observe nos désirs et on prend de la distance vis-à-vis de nos désirs. C'est-à-dire que le désir de réussir sa vie peut être aussi ce qui est à l'origine de nos échecs. À un moment donné, c'est quand même, il y a une forme de lâcher prise dans la méditation qui n'est pas exactement le centre du débat en psychanalyse. L'impulsion de départ, elle est quand même bien en moi. C'est à moi de retrouver les énergies dont j'ai besoin, c'est à moi de dénouer mes conflits internes, c'est à moi de me placer sur le chemin qui m'intéresse, et puis ensuite l'énergie aussi de mes projets. Et là, effectivement, j'aurai toutes les chances que cela arrive, et peut-être que c'est autre chose qui arrivera, qui peut être très bien aussi. Jean-Charles, parlez-nous aussi du karma. Alors, le karma en sanskrit, c'est un mot qui dérive du mot action. Le karma, c'est l'énergie résultante de nos actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on commet une action, il en résulte des énergies, et ces énergies, elles peuvent être plus ou moins propices à nos... Ces énergies, elles vont influencer nos vies. Donc on peut parler de karma négatif. C'est certain que si on commet des actions qui sont plutôt négatives, faire du mal à quelqu'un entraîne ne serait-ce que de la culpabilité, mais aussi des énergies qui risquent à un moment donné de se retourner contre nous et d'être une entrave au bon déroulement de notre vie. Commettre des actions positives nous aidera sur le chemin. En cela, nous influençons notre vie, et donc le terme sanskrit est le terme de karma. Un maître tibétain me disait, si vous voulez connaître votre karma passé, observez votre vie d'aujourd'hui, elle est le résultat des actions que vous avez commises par le passé. Et si vous voulez connaître votre vie à venir, regardez vos actions d'aujourd'hui, elles créent le karma qui entraînera votre vie future. Ce qui est intéressant de toute façon, c'est toujours de se recentrer sur soi, et donc effectivement d'essayer d'avoir de commettre des actions plus positives, mais il ne faut pas non plus que le karma devienne une sorte d'aiguillon qui nous empêche d'agir. Il est important quand même, quand on commet une action, et combien même n'y aurait-il pas de karma, de s'interroger sur les conséquences de nos actes. Enfin, à la télé, en tout cas, beaucoup de jeunes, ils veulent être des stars de la chanson. C'est vrai. Est-ce que, malheureusement, à cause donc de certains programmes de Star Academy ou autres, ça détruit les vraies valeurs, à votre avis? C'est vrai que c'est extrêmement dangereux dans une société où il est si difficile de réussir, où on veut nous faire entendre qu'il faut travailler plus pour gagner plus, de laisser voir à des jeunes gens qu'il est si facile de chanter une chanson et devenir riche immédiatement, c'est les induire en erreur. Alors c'est bien qu'un artiste puisse gagner sa vie, c'est formidable. Maintenant, tous les jeunes gens ne pourront pas être des artistes et devenir extrêmement riches. Aussi, on peut avoir un travail qui nous
permet de nous épanouir et se régaler le week-end, d'aller chanter avec ses copains. L'art est la création a toujours une place à prendre dans nos vies, bien sûr. Mais effectivement, vous avez raison, ce type d'émission induit les jeunes gens en erreur.